Dès que j'ai l'occasion de faire voler en éclats les frontières, je saisis cette occasion-là. Et donc c'est toujours un plaisir de travailler avec des cousins, qui soient espagnols, italiens, canadiens ou autres. Je suis absolument persuadé qu'à partir de cultures différentes, de milieux différents, et qui en même temps peuvent se ressembler sur certains points, on ne peut que gagner à échanger sur les pratiques des uns et des autres. Pour moi, le handicap, c'est d'abord une peur. C'est une peur personnelle, je pense comme tout le monde, c'est d'être confronté à un moment donné, personnellement, à un handicap quel qu'il soit, ou d'avoir un proche ou quelqu'un que l'on aime confronté à un handicap. Le handicap, c'est une difficulté supplémentaire par rapport à une personne qui n'en aurait aucun. La première des compétences, c'est la simplicité relationnelle. C'est donc l'authenticité, c'est donc la capacité à être en situation, au sens où le dit Rogers, d'empathie par rapport à l'autre, c'est-à-dire de disponibilité. Et au fond, la première des compétences, c'est de favoriser la liberté de l'autre. Plus on améliore la formation du travail social, plus on présente le risque, on le voit bien avec la démarche qualité, plus on présente le risque de la formater, de la formaliser trop, et de s'éloigner de l'essentiel et du cœur même du travail. L'essentiel manque, en fait. Et ce qui manque, c'est la question du travail sur soi. C'est-à-dire ce qui est premier dans le travail social, c'est-à-dire le point de rencontre entre une personne qui pense exercer ce métier, qui veut exercer ce métier, qui a la générosité d'exercer ce métier, mais qui se heurte à la difficulté inhérente de ce métier, c'est-à-dire à la rencontre avec le symptôme de l'autre, à laquelle il n'est pas du tout habitué. Et ça, c'est une séquence de travail qui est absolument incontournable dans toutes les formations. Donc moi, je ne peux pas envisager de formation sans que la question de l'analyse de la pratique et la question d'une réflexion sur la motivation à faire ce métier et sur le point de rencontre que tout professionnel a avec des sujets en difficulté sur ce que ça produit sur lui ne soit travaillé. Ce point est un point d'amélioration qui reste récurrent et sur lequel, par ailleurs, il est essentiel de se battre parce que, justement, du côté de l'évaluation, c'est pas mesurable. Enfin, c'est beaucoup plus subjectif que l'acquisition de telle ou telle connaissance ou de tel ou tel outil. Mais c'est pas pour autant que c'est pas le plus essentiel. Au contraire. La régulation d'équipe, la définition, je le redirai ce soir, c'est l'analyse de l'entre-deux professionnel, c'est-à-dire de ce qui se passe entre deux professionnels. La notion de régulation est une notion de physique, est une notion thermique. Donc une bonne régulation, c'est permettre à chacun de respirer le mieux possible parce que la température reste à un degré idéal. Sur les questions des outils de la régulation, je pense que, en ce qui me concerne, le secret d'une bonne régulation, c'est une maturité d'équipe. Et la maturité d'équipe, elle est liée à la capacité individuelle qu'a acquis chaque professionnel via des groupes d'analyse de la pratique à se remettre réellement, honnêtement et authentiquement en question. Il s'agit d'ouvrir un espace régulier de temps avec une unité de lieu, c'est-à-dire un endroit où on n'est pas dérangé, avec une unité de rythme, en gros une fois par mois, où les professionnels ont comme consigne de travail ou comme recommandation de travail d'amener une situation ou une relation dans laquelle ils ont été engagés, dans laquelle ils ont été impliqués. Et la méthodologie, elle se décompose en 4 temps. Le temps numéro 1, c'est le niveau descriptif, ce qui renvoie d'ailleurs à la capacité à avoir observé et à communiquer en équipe ce qu'on a observé. Le rôle du groupe étant de poser uniquement des questions de précision sur ce descriptif de situation ou de relation. Le niveau numéro 2, c'est le niveau du ressenti, c'est-à-dire puisqu'on est centré sur le professionnel, qu'est-ce qui s'est passé pour le professionnel? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans cette situation-là? Donc en termes de ressenti. Donc là, le rôle du groupe et de l'animateur, c'est une écoute évidemment attentive et respectueuse. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'analyse, c'est-à-dire comment ça se fait que dans cette relation, dans cette situation, j'ai au fond éprouvé les sentiments que j'ai éprouvés. Et du coup, ça m'a conduit à quel type de réaction, à quel type de positionnement. Et là, on arrive à un 4e niveau, qui, bien entendu, cette fois, est centré sur l'accompagné, et plus sur l'accompagnant, alors que dans les 3 premiers temps, on se centre sur l'accompagnant. Voilà. Et donc, quand on est au 4e niveau, on réfléchit en groupe sur l'éventualité de solutions autres ou de solutions décalées, ou de postures différentes. En fait, le travail social, c'est beaucoup travailler sur les postures.
quelle est la posture qui serait dite idéale ou opérationnelle de quelqu'un qui anime un groupe de régulation ou un groupe d'analyse de la pratique et quelles compétences doit avoir cette personne. D'abord, elle est du côté du désir, c'est-à-dire elle est du côté de l'envie. La première qualité importante d'un animateur d'un groupe d'analyse de la pratique, c'est de projeter une confiance chez les professionnels, mais de savoir en même temps que les choses ne sont pas simples. La compétence numéro un de quelqu'un qui anime des groupes d'analyse de la pratique, ce sont des bases théoriques, c'est une base analytique. Alors moi je disais tout à l'heure, ou je répète qu'un travail d'analyse et de supervision après, c'est un travail probablement très, très important et qui permet à un animateur de maîtriser, entre guillemets, parce qu'heureusement qu'on ne maîtrise jamais tout à fait cette histoire-là, mais d'avoir une aisance relative dans l'animation de ces groupes d'analyse de la pratique. Et puis la deuxième qualité, c'est d'être dans une position offensive d'encouragement. C'est pas simple en soi de parler de soi, justement, pas du tout, même ça déclenche plus de résistance que le contraire. Donc voilà, donc il faut du temps. Donc la troisième des données, c'est le temps. Il est essentiel que ça dure dans le temps. En clair, c'est toujours en CDI, un contrat à durée indéterminée. Un groupe au travail d'analyse de la pratique, c'est un groupe qui est au travail 2 heures par mois ou 3 heures par mois de manière indéfinie. Il n'y a pas de limite. Mon expérience de ces 10 dernières années me montre qu'un travail d'analyse de la pratique et de régulation des professionnels est très important, mais un travail d'analyse des modes de management est tout aussi important. Et donc il s'agit à un moment donné d'arriver à faire le lien entre les deux. Au fond, ce ne sont pas que les professionnels de base, et quand je dis de base, ce n'est pas du tout diminutif, au contraire, ce ne sont pas que les professionnels confrontés au jour le jour aux personnes en difficulté qui doivent faire de l'analyse de la pratique ou de la régulation, mais ce sont aussi les équipes de direction. Les glissements du côté du management, les glissements du côté du pouvoir, y compris les glissements inconscients, sont toujours possibles. Donc une vigilance et une rigueur de travail est nécessaire. Au niveau des effets de l'institution, les effets attendus sont des effets de cohérence entre équipes de direction et équipes de professionnels, sont des effets de solidarité, sont des effets de transparence dans la communication, de réalisme, c'est-à-dire de dire la réalité de ce qui se passe, y compris quand la réalité est menaçante. La meilleure des choses, c'est de pouvoir en débattre et de pouvoir mobiliser les différentes personnes en projetant une confiance. C'est-à-dire on ne manage pas par la crainte ou en protégeant les autres. Toute personne est intelligente, toute personne est capable de se mobiliser quand elle perçoit qu'il est nécessaire de se mobiliser, à condition que la mobilisation soit de l'ordre de sa place. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, la question c'est comment faire pour que chacun occupe sa place, toute sa place, mais que sa place. Et on met en situation de complémentarité et avec la place des autres, quels que soient les niveaux ou quelles que soient les places hiérarchiques occupées. Le rapport qu'il y a entre le travail sur soi et l'acquisition de compétences qui, au sens presque générique du terme, sont des compétences de type plus technique, est un rapport d'équilibre. C'est-à-dire que la technique, ça ne vaut rien, et que l'analyse, ça ne vaut rien non plus. Le niveau de compétence, il est toujours sur un entre-deux. Du coup, pour citer Daniel Siboni, qui a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle L'Entre-deux, c'est un point d'équilibre entre les deux. Voilà, c'est parce que les gens réfléchissent à la manière dont ils utilisent un outil et aux effets que produit cet outil que l'outil devient performant. Et à la limite, quand l'outil atteint son niveau de performance maximum, on le jette et on en construit un autre. Le rapport entre régulation d'équipe et formation, alors je prends l'exemple du CAFERUIS. Le CAFERUIS, c'est une formation sur le management. Le fil rouge du CAFERUIS, en tout cas à Biarritz, c'est justement, par regroupement, un travail de régulation. C'est-à-dire, la proposition est simple, elle est la suivante. On forme des gens, demain, à être cadres, c'est-à-dire à être responsables d'équipe. Le premier support
que l'on utilise pendant 2 ans, c'est le groupe lui-même. C'est-à-dire, c'est une réflexion de fond sur la façon dont les membres de ce groupe se régulent entre eux. C'est la façon dont ils sont capables d'apporter des critiques, quelle que soit leur direction. Donc en fait, la formation en elle-même ne peut pas être dépourvue, à mon avis, d'instances de régulation. Sinon, on est dans une formation uniquement ascendante où il y aurait un maître et un élève qui écoute. Or, la formation, c'est un point de rencontre entre des personnes. Entre des personnes et des formateurs, entre des personnes et des universitaires, entre des personnes et des films que l'on voit, entre des personnes et des articles. Et du coup, c'est une rencontre aussi de soi à soi.